Bienvenue aux créateurs de richesse. Avec vos animateurs Véronique Fournier et François Drouin. Bonjour tout le monde, bienvenue à ce deuxième épisode des créateurs de richesse. François Drouin en compagnie de Véronique Fournier. Bonjour Véronique. Bon matin. Comment tu vas? Ça va super bien. Je suis contente qu'on puisse enfin refaire ce deuxième podcast. Avec un certain délai, on pensait pas que ça prendrait autant de temps, mais la vie étant ce qu'elle est. La grippe étant ce qu'elle est aussi cet hiver, je sais pas pour vous à la maison, là, mais pour ici, chez les Drouin-Fournier, ça n'a pas été facile et de tout repos, comme on voulait vous offrir un podcast sur le sens du monde sans avoir besoin de tout le temps tousser ou d'arrêter ou... bon, bref, on voulait sauver du temps au montage. Mais c'est pas garanti que ça arrivera pas nécessairement parce que tout est pas nécessairement réglé encore. Mais bon, on est en mesure de vous rejoindre une deuxième fois pour partir vers une autre exploration. Et c'est déjà beaucoup mieux. Et on compatit avec tous les gens à la maison qui nous écoutent parce que et où vous êtes malade et où vous avez des petits papoutes ou des enfants ou des qui sont aussi malades cette année là. Bon, bref, on n'a pas le coronavirus, comme on dit. On a attrapé, nous, le martini-virus du vendredi soir. Mais ça, c'est une autre histoire. C'est vraiment une autre histoire. Donc, deuxième épisode, les enseignements du mentor. Ouais. Et le thème de cette semaine est remettre l'humain au cœur de l'entreprise. Absolument. Donc, pour introduire un peu le sujet, en fait, force m'est de constater que de plus en plus, l'humain ne va pas bien. On connaît tous des gens qui ont été affectés de proche ou de loin par une dépression, par un burn-out. On perçoit de plus en plus qu'il y a des gens qui sont vraiment pas heureux au travail. D'une certaine façon, j'en suis venu à la conclusion qu'on consomme les humains aujourd'hui, en tout cas dans certains cas. Et que cette consommation d'humains-là, en fait que on prend quelqu'un, on le maximise, on maximise son rendement, on crée tout ce qu'on peut, on fait tout ce qu'on peut mettre en notre pouvoir pour réduire les coûts, maximiser les profits, mais au final, ça vient avec un coût qui est humain. Et là, on parle bien en entreprise. Oui, bien sûr. Parce que on vit aussi la même chose avec les réseaux sociaux et les Tinder de ce monde et les sites de rencontres. Quand les gens sont en couple, on maximise les gens, on en profite un peu, puis quand c'est terminé, ben on se permet de le jeter. Bon, aujourd'hui, on n'embarquera pas sur ce sujet-là, mais il y a tout le temps des parallèles qui se font entre les couples, les familles et l'entrepreneuriat. Alors, même si vous n'êtes pas entrepreneur, certes, vous êtes un employé, vous êtes un dirigeant, vous êtes un leader, alors cette émission est aussi pour vous. Assurément. Donc, en fait, dans mon désir de comprendre comment on peut en venir à cet état de fait-là où l'humain est consommé d'une certaine façon, ou est-ce que on cherche toujours à maximiser les profits, ben, je me suis posé la question à savoir, mais de où ça vient ça? Pourquoi c'est rendu comme ça? De où on part? En fouillant un peu, j'ai découvert un texte de Milton Friedman qui a été publié dans le New York Times en 1970. Si on se rapporte à l'époque, c'était dans le coin de la guerre du Vietnam. Les gens se demandaient, c'est quoi la responsabilité sociale d'une entreprise? Comment une entreprise devrait être un acteur de sa communauté? Et à ce moment-là, Milton Friedman avait publié un essai dans le New York Times, c'est le New York Times Magazine, qui a été publié le 13 septembre 1970. Et le titre de son essai était « La responsabilité sociale des entreprises et d'augmenter ses bénéfices ». Pour mettre la table, je vais lire quelques passages de ce texte-là, de cet essai-là, et puis je pense que ça va bien amener le sujet de remettre l'humain au cœur de la société, parce que ici, chez Red, c'est ça qu'on privilégie, c'est ça qu'on prône, de mettre l'humain au cœur de tout, de notre vie entrepreneuriale, de notre vie professionnelle, de notre vie familiale. Et vous allez voir, pour certains d'entre vous, il y en a qui seront pas surpris du tout de ce texte-là, de ces principes d'affaires-là.
Puis pour d'autres, ça fera aucun sens. Vous allez peut-être même être outrés. Bref, on met la table avec vous pour vraiment savoir d'où on part. Parce qu'après ça, c'est là qu'on est vraiment en mesure de savoir où on s'en va. C'est important de connaître notre passé sans nécessairement toujours reproduire les mêmes choses. Mais l'entrepreneuriat 5.0 est en train de changer, est en train de se conscientiser. C'est ça le mot, hein, conscientiser? Ouais. Mm-hmm. Les entrepreneurs sont de plus en plus conscients, les employés aussi. Toute la façon de faire des affaires est en train de changer. Alors, pour nous, surtout pour toi, hein, François... Non, mais on avoue que ton profil scientifique aime beaucoup faire la recherche puis gratter le comment du pourquoi de la chose, et j'en suis très heureuse. Mais voilà, alors on va vraiment vous exposer d'où on vient, selon Monsieur Freeman. Ben en fait, ouais. Il semblerait que dans l'histoire des affaires corporatives, cet article-là a été un point d'inflexion parce qu'après ça, il y a des choses qui ont commencé vraiment à changer dans le monde corporatif. Et aujourd'hui, je pense qu'on arrive au bout de ce système-là. Absolument. Donc, je vais y aller dès maintenant avec la lecture de quelques passages de cet article-là. Et puis, voilà, ça va mettre la table pour le reste. Donc, seuls les gens ont des responsabilités. Une société est une personne artificielle et, en ce sens, peut avoir des responsabilités artificielles. Mais on ne peut pas dire que les entreprises, dans leur ensemble, ont des responsabilités, même au sens large. La première étape vers la clarté dans l'examen de la doctrine de la responsabilité sociale des entreprises consiste à se demander précisément ce qu'elle implique et pour qui. Vraisemblablement, les personnes qui doivent être responsables sont des hommes d'affaires, ce qui signifie des propriétaires individuels ou des dirigeants d'entreprise. La plupart des discussions sur la responsabilité sociale est destinée aux sociétés. Donc, dans ce qui suit, je vais négliger les propriétaires individuels et parler des dirigeants d'entreprise plus au niveau de la société, d'une société par action, par exemple. Dans un système de libre entreprise et de propriété privée, un dirigeant d'entreprise est un employé du ou des propriétaires de l'entreprise. Il a une responsabilité directe envers ses employeurs. Cette responsabilité consiste à mener les affaires conformément à leurs désirs, qui seront généralement de faire autant d'argent que possible, tout en se conformant aux règles de base de la société, autant dans la loi que dans les us et coutumes. Bien entendu, le dirigeant d'entreprise est également une personne à part entière. En tant que personne, il peut avoir de nombreuses autres responsabilités qu'il reconnaît ou assume volontairement, envers sa famille, sa conscience, ses sentiments de charité, son église, ses clubs, sa ville, son pays. Il peut se sentir poussé par ses responsabilités à consacrer une partie de ses revenus à ces causes qu'il juge dignes, de refuser de travailler pour des sociétés particulières et même de quitter son emploi, par exemple, pour rejoindre les forces armées de son pays. On se rappelle qu'on était dans les années 70 avec la guerre du Vietnam. Absolument. Si nous le souhaitons, nous pouvons qualifier certaines de ses responsabilités de sociales. Mais à cet égard, il agit en tant qu'individu et non qu'en tant qu'agent corporatif. Il dépense donc son propre argent, son temps ou son énergie, et non l'argent de ses employeurs, le temps ou l'énergie qu'il s'est engagé à leur consacrer. Il s'agit de responsabilités sociales, ce sont donc les responsabilités sociales des individus et non pas des entreprises. Que signifie donc de dire qu'un dirigeant d'entreprise a une responsabilité sociale en sa capacité d'homme d'affaires? Cette affirmation n'est pas de la pure rhétorique, cela doit signifier qu'il doit agir d'une manière qui n'est pas ici dans l'intérêt de ses employeurs. Par exemple, qu'il doit s'abstenir d'augmenter le prix d'un produit afin de contribuer à l'objectif social de prévention de l'inflation, même si une augmentation des prix serait dans le meilleur intérêt de la société. Ou encore, qu'il doit faire des dépenses pour réduire la pollution au-delà du montant qui est dans le meilleur intérêt de la société, ou encore le minimum requis par la loi pour contribuer à l'objectif social d'amélioration de l'environnement. Ou encore, au détriment des bénéfices de la société, il doit embaucher des chômeurs plutôt que des ouvriers disponibles mieux qualifiés mais déjà en emploi pour contribuer à l'objectif social de réduction de la pauvreté. Le gestionnaire exerce alors une politique sociale distincte plutôt que de servir d'agent pour les actionnaires, les clients ou les employés, seulement en dépensant l'argent d'une manière différente de celle que eux l'auraient dépensé.
Et s'il le fait, il impose en fait un impôt d'une part et décide de la manière dont cet impôt sera dépensé d'autre part. Ici, l'homme d'affaires, autosélectionné ou directement ou indirectement nommé par les actionnaires, agit à la fois comme législateur, exécutif et juriste. Il doit décider de taxer qui, combien, dans quel but, et il doit dépenser les recettes. Tout cela guidé uniquement par des considérations et son interprétation, à contenir l'inflation, à améliorer l'environnement, à lutter contre la pauvreté, etc., etc. Et en fait, le texte continue comme ça, où il mentionne que quand on agit autrement que dans l'intérêt de la société, qui est de maximiser les profits, au détriment de la santé des employés, au-delà du minimum requis, au-delà de toute autre considération que de la maximisation des profits, en fait, on agit comme le gouvernement et on s'impose en tant que gouvernement et que, dans le fond, on utilise les intérêts de la corporation privée pour se substituer au gouvernement. Or, depuis que M. Friedman a publié cet article-là dans les années 70, il y avait à ce moment-là une augmentation concomitante de l'augmentation de la richesse chez les exécutifs autant que chez les employés. Donc la courbe était à peu près similaire. Puis à partir de ce moment-là... Ça veut dire que les employés étaient toujours de plus en plus payés. Oui. Ça suivait pas juste l'augmentation du taux de l'inflation, mais les gens étaient vraiment rémunérés selon... Avec une augmentation qui allait au-delà. Les employeurs autant que les corporations s'enrichissaient. OK. Puis sur une manière à peu près similaire. Parfait. Or, en 1970, M. Friedman a publié ce texte-là, et 3 ans plus tard, en 1973, il a commencé à avoir une divergence entre la façon dont les employés étaient rémunérés et les dirigeants d'entreprise l'étaient. Parce que si le dirigeant d'entreprise fait bien sa job et maximise ses profits, ben, on va lui donner un beau bonus pour le remercier d'avoir fait une si bonne job, mais à quel prix? Donc, c'est à ce moment-là que la courbe d'enrichissement des individus, des travailleurs, et la courbe d'enrichissement des exécutifs de compagnie a commencé à diverger de manière significative, à un point tel que de 1973 à nos jours, les employés ont acquis environ 10% de plus de richesse qu'à l'époque, alors que les dirigeants d'entreprise, eux, ont vu leur compensation augmenter de 1000%. Ah, c'est presque égal. C'est presque égal. Pour ceux qui ont une petite valeur de l'injustice, là, c'est difficile. On est à 2-0 près. 2-0, ça veut dire quoi? C'est juste 0, ça vaut rien. Ça dépend juste de quel côté c'est placé de la virgule. Ouais, exactement. Donc voilà, donc en maximisant les profits, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour maximiser tous ces profits-là? Ben, c'est de s'assurer qu'on va pas verser un salaire à l'employé trop élevé par rapport à la valeur de ce qu'il rapporte. On se met à tout calculer en fonction d'un retour sur investissement. Donc, si je mets $1 dans la machine à saucisses, combien qu'il y en a qui va sortir à l'autre bout? Puis c'est uniquement à travers cette équation-là qu'on va moduler nos actions, qu'on va moduler nos décisions pour en venir à maximiser nos profits. Et si je me trompe pas longtemps après, dans le début des années 80, avec la crise économique, ça l'a aidé en rien cet épisode-là de séparation entre les dirigeants et on va l'appeler la classe moyenne ou les employés. Ouais, ben en fait, ce qui est arrivé, c'est que l'écart entre les employés et les dirigeants s'est creusé de plus en plus. En fait, 1973 étant le point d'inflexion dans les courbes d'enrichissement, on peut donc dire que les humains travailleurs ont eu leur meilleure année de salaire en 1973. OK. À partir de ça, ça a commencé à dégrader puis à changer. Et à décroître. Oui. Et l'écart ou la distance entre les équipes de direction et les employés, on va les appeler les employés de production, c'est là que ça a commencé vraiment à... Le fossé s'est creusé. Oui. OK. Puis on le voit encore aujourd'hui. Malheureusement, ça tente à vouloir changer parce que, anyway, les modèles d'affaires changent, la conscientisation des entrepreneurs change, les équipes de direction changent, mais on l'a vu plus souvent qu'autrement. Hein? Il y a un party de Noël pour les dirigeants, l'exécutif, et il y a un party de Noël pour les employés. Puis ça, c'est pas en 1900 fait plus, là. C'est hier. Puis en fait, avec le contexte actuel de pénurie de la main-d'œuvre, on le voit de plus en plus, les gens ont le choix des emplois
Et il y a certains employeurs qui se démarquent. Il y a certains entrepreneurs qu'on connaît qui, eux, ont absolument aucune difficulté à recruter des gens. Exact. Alors que d'autres ont des difficultés vraiment élevées à recruter des gens. Il suffit d'aller faire un tour dans un centre d'achat aujourd'hui pour voir à quel point il y a absolument tous les magasins ou à peu près du centre d'achat qui recrutent parce qu'ils sont pas capables de fournir avec le personnel qui est en place présentement. Et ça l'amène le débat tout sur le salaire minimum, tout ça. Mais en fait, on le voit avec les employés de niveau 1, hein, qui est le salaire minimum, qui est les gens au service à la clientèle, qui est les gens, comme on dit, que ce soit à la réception, que ce soit les gens qui travaillent dans les magasins au détail ou tout ça. Mais on le voit aussi, la pénurie de main-d'œuvre, dans des niveaux un petit peu plus élevés. Et là, je veux prendre le temps de dire que c'est pas une question d'hiérarchie, mais de niveau, exemple, salarial. Ouais. Parce qu'on a de la difficulté à recruter des gens au niveau du salaire minimum, mais on a aussi de la difficulté à recruter des professionnels, des gens qui gagnent du 6 chiffres et plus par année. C'est effectivement, en fait, c'est ce qui est en train d'arriver, c'est que la pyramide est en train de remonter, si on veut. Ce qui fait que quand on est en pénurie d'emploi, on est capable d'aller chercher un emploi supérieur à celui qu'on détenait avant. Ce qui fait que ça dégage tout le bas de la pyramide. Quand je parle de pyramide, c'est vraiment le niveau salarial. Ce qui fait que dans la plupart des emplois à salaire minimum aujourd'hui, on a beaucoup de difficultés. Puis là, on commence à se retrancher sur de la main-d'œuvre extérieure qu'on fait venir pour pouvoir combler nos besoins parce qu'on fournit plus. Et drôlement, tu sais, on parle de pyramide salariale. On se rappelle que je viens de l'Abitibi, qui est quand même une région... un peu éloigné des grands centres. Et puis, on avait tout le temps un principe chez nous qui disait, à partir du moment où t'as plus personne pour combler les postes au salaire minimum, que ce soit les serveuses, que ce soit dans les restaurants, que ce soit dans les boutiques de linge, que ce soit tous les métiers de service, ta population commence à décroître naturellement. Parce que t'as plus personne pour faire ce travail-là. Et c'est présentement ce qu'on est en train de vivre. Quand on voit des McDonald's, quand on voit des Tim Hortons, quand on voit des Labé, qu'on voit qui sont obligés de fermer des boutiques, fermer des restaurants, être obligés de changer leurs heures d'ouverture, c'est incroyable de voir ça. Mais en fait, j'ai comme d'allumer sur le fait que finalement, d'une certaine façon, la problématique est en train de se régler d'elle-même. Parce que étant donné qu'on n'est plus capable d'attirer les employés avec des conditions qu'on va appeler minimales, salaire minimum, etc., les normes du travail, on commence à devoir faire attention aux gens un petit peu plus. Exact. De leur offrir plus que le salaire minimum, de leur offrir des conditions de vie un peu plus adéquates. J'ai en tête, par exemple, des restaurants dans la région à Plessisville où ils sont fermés en début de semaine pour que les employés puissent se reposer parce que ça fournissait plus. Sinon, il y était les mêmes employés qui roulaient 7 sur 7 puis qui étaient plus capables. Puis cette solution-là, à long terme, est pas viable. Pas du tout. Donc, de plus en plus, on voit des situations où, d'une certaine façon, on commence à remettre l'humain au cœur parce qu'on n'a plus le choix. Et d'un point de vue parallèle, pour débuter un roulement puis commencer à faire tourner la roue, c'est là que, justement, remettre l'humain au cœur de l'entreprise prend toute son essence. Parce que dans un premier point, puis dis-moi si t'es pas d'accord avec moi, François, le point tournant de chaque entreprise est son leader. Et tant et aussi longtemps que le leader ne prend pas conscience de l'importance de l'humain, qu'il ne prend pas conscience de lui, il est qui en tant qu'entrepreneur, c'est quoi qu'il veut, c'est quoi ses valeurs ou ses nouvelles valeurs. Parce que les valeurs dans les entreprises, les corporations qu'on voyait dans les années 70, 80, 90, où c'était très, très axé sur le pouvoir, la compétition, l'internationalisation, le développement, tout ça, maintenant, ces valeurs-là doivent être revues. Mais il n'y a pas d'entreprise qui peut changer si le leadership ne change pas. Si l'exécutif ne change pas, sa conscience ne change pas, sa façon de vouloir faire les choses. Et c'est là que remettre l'humain au cœur de l'entreprise,
ben ça part du dirigeant. Ça part du président, du vice-président et de l'équipe de direction. Ouais. Et j'ai même envie d'ajouter que ceux qui n'ont pas fait le switch encore, ben c'est eux aujourd'hui qui ont des problèmes de pénurie de main-d'œuvre puis qui ont de la difficulté à recruter. Exact. Ouais. Et là, on parle d'entreprises de PME, on parle d'entreprises familiales qui ont de la difficulté à transférer leur entreprise. Mais on parle aussi de grandes corporations, on les nommera pas, mais on le sait, que même s'ils ont du 3 000, 5 000, 10 000, 15 000 employés, ils sont présentement en pénurie de main-d'œuvre. Il suffit de regarder les annonces que le gouvernement présentement fait à la radio pour savoir que même le gouvernement est en pénurie de main-d'œuvre. Ouais. Effectivement. Ça va pas tant si bien que ça. Et maintenant, le monopole revient au capital le plus important d'une région, d'une ville, d'une société, d'une province, d'un pays, qui est le capital humain. Trop longtemps, on a axé sur les richesses naturelles, hein. On a de l'or, on a des diamants, on a des mines, on a du bois, on a de l'eau, l'hydroélectricité, blablabla, au détriment du capital le plus important, selon moi, selon nous, chez Red, qui revient à l'humain, qui est le capital humain. Maintenant, c'est le capital humain qui est en train de prendre le dessus, parce que on a beau avoir des richesses naturelles dans nos sols, si on n'a pas personne pour l'extraire, ça va pas bien. On a beau avoir des grandes entreprises, des grandes institutions financières, que ce soit les fonctionnaires au niveau du gouvernement, s'il n'y a plus personne qui veut aller travailler dans ces entreprises-là, tôt ou tard, puis ça peut même aller plus vite qu'on pense, tôt ou tard, ces grandes entreprises-là qu'on croyait insubmersibles, un peu comme le Titanic, indestructibles, ben, ils vont s'en aller à leur perte. Ils courent à leur perte présentement. Ouais. Et on n'est pas là pour faire peur à personne, mais c'est un cri d'alarme au niveau des dirigeants d'entreprise, justement, de ces grandes corporations-là et des PME. Toute personne qui engage des gens vont devoir prendre conscience de ce nouveau fait-là, que maintenant, c'est le capital humain qui prime sur tout le reste. Puis on le voit un peu avec l'arrivée des milléniaux, ou certains diraient les millénarios, sur le marché du travail, parce que eux, d'une certaine façon, adhèrent pas au modèle précédent où tu te crèves le derrière pour payer la BM du boss. Exact. Ils veulent rien savoir de ça. Absolument. Puis c'est pas long que ces gens-là décollent les organisations où on a l'impression de n'être là que pour payer la BM du boss. Et ça serait facile de cracher sur cette génération-là, hein, les Grecs et les Z, de dire « Ah, c'est pas des bons travailleurs, ils ont pas de cœur à l'ouvrage, ils veulent pas rentrer travailler, tout ça. » Ça serait vraiment facile, mais il faut juste se rappeler d'un point de vue générationnel que la génération qui suit l'autre, ils sont jamais assez travaillants, ils sont jamais assez performants, puis ils se donnent jamais assez. Et ça, c'est depuis que les générations sont répertoriées. Parce que, en fait, pour que la société puisse dire qu'il y a un changement de génération, c'est qu'il y a un changement de valeur au sein des individus qui s'opère. Voilà. Alors, naturellement, la génération précédente sera jamais d'accord avec la génération suivante. Les baby-boomers trouvaient qu'elle est X, ils se pognaient le derrière, il y avait tout cuit dans la bouche, puis tout ça. Et aujourd'hui, on regarde, la génération X, c'est probablement la génération la plus perdue parce que ça a été la première génération qui ont gagné moins que leurs parents, qui ont été moins en sécurité que leurs parents. Et après ça, ben les X ont eu les Y. Ah! Les Y, ils ont regardé leurs parents travailler excessivement fort, se donner, avoir le goût d'aller chercher des postes, aller à l'université pour finalement travailler au McDonald's parce que il y avait pas d'emploi à l'époque dans les années 70, 80, 90 quand ils sont sortis, il y avait des gros diplômes, mais il y avait pas de job à la disposition. Alors là, eux, ils ont fait « Wow, qu'est-ce qu'on fait avec nos enfants? Est-ce qu'on les envoie à l'université ou pas? » Et c'est là que ça a commencé à se transformer. Et que là, ben, on arrive avec les Y pis les Z, puis eux, ils disent « De toute façon, la job que je vais faire dans 5 ans existe même pas encore. » Parce que eux sont rendus au niveau de valeur, puis au niveau de conscience aussi, de se dire « OK, what's next? » Moi, j'ai le goût d'avoir une vie sur mesure.
J'ai le goût d'avoir une carrière sur mesure. J'ai le goût d'avoir ma propre entreprise. Une entreprise qui est bâtie sur mesure. Et je fais juste une petite parenthèse. Dans l'épisode 3, dans le prochain épisode, c'est justement sur ça qu'on va mettre l'accent. De quelle façon c'est possible pour vous, comme ça a été possible pour nous, de vous développer une vie, une carrière ou une entreprise sur mesure. Je ferme la parenthèse, mais si j'étais vous, je prendrais pas de chance. J'écouterais l'épisode 3. Alors, on revient avec notre humain. La première transformation, selon nous, c'est vraiment au niveau de l'entrepreneur, au niveau du leadership, au niveau de l'exécutif. Tant il y a aussi longtemps que eux ont pas décidé de remettre l'humain au cœur d'eux, même si les employés, ils vont crier haut et fort, même si les employés font la grève, même s'il y a une pénurie de main-d'œuvre, il y a rien qui va changer. Mais, aujourd'hui, de plus en plus, on le voit, les entrepreneurs sont en train justement de prendre conscience de ce phénomène-là. Il y en a qui sont pas outillés pour faire la transition, d'autres un petit peu plus, mais pour ça, il y aura toujours des solutions. Il y a chez Red Cabinet Entrepreneurial qu'on fait du mentorat pour les entrepreneurs. Oups! Trop facile! Je m'excuse, c'est la petite blague du matin. Mais en somme, une fois que le leadership s'est transformé, on a remis l'humain au cœur de l'entrepreneur, au cœur du dirigeant. La deuxième étape est de remettre l'humain au cœur de ses employés. Et qu'est-ce que ça veut dire, se remettre l'humain au cœur de ses employés? C'est d'abord et avant tout de prendre notre employé, de prendre le temps de s'asseoir avec lui et de le regarder et de l'accompagner dans c'est quoi ton excellence. Ouais, ça c'est un concept qui va demander beaucoup de... En fait, c'est un concept qui est central dans notre philosophie entrepreneuriale, dans notre philosophie de gestion aussi. Il y a une très grosse différence entre l'excellence et l'expertise. Et on va y revenir, vous allez voir, au fur et à mesure des épisodes, on va marteler ça parce que ça fait toute la différence. J'ai juste envie de refaire un petit saut en arrière, en fait, à propos des générations, entre autres les milléniaux. Ouais. Puis je pense que les milléniaux viennent bousculer un peu tout ça. Ils viennent bousculer l'ordre établi, mais qu'en fait, ils sont juste les porte-paroles d'une plus grande masse qu'eux-mêmes. Parce que, en fait, il y a un dicton que j'ai entendu à un moment donné qui dit ceci: l'homme est un animal qui a besoin autant de sens que de pain. Privez-le de sens, il demandera plus de pain, mais demeurera insatisfait. Donc, l'humain a besoin de sens. L'humain a besoin de savoir qu'il y a une place, qu'il y a une importance, qu'il est utile, qui contribue à la société, qui contribue à sa société, et puis en fait qui fait en sorte que il sente qu'il y a sa place. Et puis les milléniaux ne peuvent pas vivre sans ça. Absolument pas. C'est tout simplement ça. Donc l'idée derrière ça, c'est que si on remet l'humain au cœur de nos activités, ben notre mandat premier en tant que dirigeant, en tant que chef d'entreprise, en tant que gestionnaire, c'est de donner le sens aux employés. Parfois, on est très très loin de la chaîne. Quelqu'un qui compile des factures, par exemple, peut être très loin de la cause ou de la mission ou des gens que l'entreprise sert. Mais c'est le rôle du gestionnaire de rattacher, de dire que toi aussi, tu as ton importance, parce que si les factures sont pas payées, ben c'est toute la chaîne qui va dérailler. Absolument. On est dans une chaîne et puis chaque maillon a son importance. Un maillon qui pète, la chaîne débarque. C'est aussi simple que ça. Donc, de remettre l'humain au cœur, ça veut aussi dire de redonner du sens, puis c'est un peu de ça qu'on parle présentement. Ben, une petite anecdote ou en tout cas un parallèle. Mon fils, qui a 16 ans et qui aujourd'hui travaille en restauration, qui est plongeur. Je me rappelle quand j'avais cet âge-là puis que je travaillais en restauration, le plongeur, c'était donc ben, tu sais, le on va se dire les vraies affaires, là. Il était complètement en bas de la chaîne alimentaire. Tu sais, il était pas reconnu, il était pas valorisé, c'était pas quelqu'un qui était important, puis en fait,
c'était le mal nécessaire dans la restauration parce que ceux qui étaient à la cuisine, ils étaient donc bien plus beaux puis plus intelligents que tous les autres. Maintenant, Émeric, ça fait quelques mois qu'il est là et j'ai jamais vu le chef principal, j'ai jamais vu un chef principal en entreprise prendre autant le temps de s'asseoir avec Émeric puis de l'amener à dire OK, t'es important chez nous. Puis quand tu peux pas rentrer là, ben c'est tout le restaurant qui est dans le pétrin. T'es aussi important que la serveuse, que la barmaid, t'es aussi important que moi qui est le chef exécutif. T'es un maillon, comme t'as dit, si t'es pas là, ça déboîte toute la chaîne. Voilà. Et jusqu'à, puis ça c'est une petite parenthèse, jusqu'à dire, écoute, le deuxième plongeur est pas entré, ben je te paye aujourd'hui tant double. Je pensais jamais voir un plongeur à 32 piastres de l'heure. Vous avez jamais vu quelqu'un faire de la vaisselle avec un sourire comme ça. C'est incroyable. Ça a été fait à la perfection. Puis ensuite, de le nommer employé du mois pour faire en sorte que auprès de tous les autres employés, il soit valorisé. Alors c'est ça, remettre l'humain au cœur de l'entreprise. C'est de dire, il y en a plus d'hiérarchie. Tout le monde est important. Exactement. On commence de plus en plus à prendre la tangente des modèles Opal. Ça sera ça aussi un podcast d'importance sur les nouveaux modèles d'affaires qui sont en train d'émerger partout à l'international. C'est vraiment pas un phénomène qui est québécois ou qui est canadien, là. C'est un modèle d'affaires qui est international, les modèles Opal, mais qui fait en sorte que justement, il y a plus de hiérarchie au sein des entreprises, que les gens se réalisent, les gens travaillent non seulement juste avec leur expertise, mais aussi qui font rayonner leur excellence au sein de l'entreprise. Puis ce qui est intéressant dans ces modèles-là aussi, c'est que parce qu'il n'y a plus de hiérarchie, ben tout le monde devient responsable de tout le monde. Exact. Donc, c'est l'ensemble des employés qui peut décider de congédier un autre employé parce qu'il respecte pas la chaîne, parce qu'il se prend pour plus gros qu'il est, ou il essaie de bosser les autres, etc. Donc, dans ces modèles-là, où chacun est responsable de son carré de sable, mais aussi responsable du bien-être de toute l'organisation, que c'est chacun, tous et ensemble, qui fait que l'entreprise va avoir du succès ou pas. Puis ça fait en sorte que ça donne du sens. Absolument. Ça te ramène à ton utilité, ça te ramène au fait que t'es vraiment un maillon de la chaîne puis que toi aussi t'es important. Exact. Les gens sont tellement avides de sentir qu'ils ont leur place, que ce qu'ils font a du sens. C'est la porte numéro 1 pour la mobilisation d'un employé. Absolument. Et ici, l'employé se sent engagé envers la mission de l'entreprise, sent qu'il contribue à l'entreprise, tout ça, ça fait en sorte qu'il est heureux au travail. Et tout ça, ben, découle moins de burn-out, moins de dépression, moins de congés maladie, moins. Alors, inévitablement, plus de profit, plus de ventes, plus de succès. Mais dans l'amour et non pas dans le pouvoir. Exact. Ce qui fait toute la différence. D'ailleurs, tu viens de me faire de me faire popper. J'ai lu un article, ça fait quand même quelques temps, là, un petit peu plus qu'1 an. C'était je pense que c'était dans le Harvard Business Review, un article que j'ai lu qui parlait de la journée de travail de 5 heures. Ouais. Le gars en question avait une shop de fabrication de surf en Californie. Et puis, il roulait sur le modèle traditionnel, 8 heures de travail par jour, 40 heures semaine, etc., etc. Et puis, à un moment donné, il s'est dit, je vais faire un test, on va voir. Je vais dire à mes employés qu'à partir de maintenant, on travaille de 8 à 5, de 8 à 1. À partir de 1 heure, vous en allez chez vous, vous ne travaillez plus, vous faites ce que vous voulez. Votre salaire ne diminuera absolument pas. Donc, au lieu de travailler 40 heures semaine, vous allez en travailler 25. Mais, ce que je vous demande en échange, c'est quand vous êtes là à 100% et vous donnez votre maximum. Et la résultante de tout ça, là, ça a été que les employés
en fait, les profits ont augmenté, les ventes ont augmenté, parce que tout d'un coup, l'employé donnait son maximum. Il y a plein de tâches qui étaient inutiles que tu avais le temps de faire quand tu étais à 40 heures semaine, puis quand tu tombes à 25, tu n'as plus le temps de faire ces trucs-là. La non-valeur ajoutée s'est éliminée d'elle-même. Les profits ont finalement augmenté et les employés sont ultra mobilisés. Je vous dis pas demain matin de commencer à faire ça, mais c'est un bel exemple de quand tu fais attention à ton monde, de quand tu remets l'humain au cœur de ton entreprise. Ben, c'est pas nécessairement la philosophie linéaire de dire, ben, il y a moins d'heures travaillées par semaine, on va perdre au final. Ah, ou on n'arrivera pas dans notre temps, tout ça, parce qu'on le sait très bien, les gens en ressources humaines le savent très bien. Un employé performant est performant à 65%. 70%, on les appelle les machines. Voilà. Hein? Donc, employé heureux, entreprise performante, ça sort pas de nulle part. Et puis, d'une certaine façon, quand on fait ça, on fait confiance à l'intelligence des gens. Exact. Un élément, tu sais, ça, je pense que c'est un des éléments qui fait le plus mal à l'intérieur d'une organisation, c'est quand le leadership ne gère pas par la confiance. Quand le leadership se comporte comme étant, c'est moi qui le sais, c'est moi qui sais ce qui est le meilleur pour l'organisation, donc c'est mon call puis c'est moi qui prends toutes les décisions. Puis ça fait en sorte que ben les gens deviennent des exécutants et ils sont plus engagés pour réfléchir, pour observer, pour porter des observations. Ça démobilise. Alors que si on bascule de l'autre bord, où on fait confiance aux gens, puis on fait confiance à leur intelligence, puis à leur sens du bien commun, on en vient à un modèle où là, les gens s'engagent, puis que eux-mêmes vont régler les situations. Puis c'est ça qui fait que le type en question est passé de 40 à 25 heures par employé par semaine, en les payant le même salaire, mais en augmentant la productivité d'une manière incroyable. Puis imaginez finir sa journée de travail à 13 heures, ça donne tous les après-midi, soit pour vaquer, prendre soin de soi, pour prendre des rendez-vous, pour prendre soin de sa famille, pour cuisiner des repas incroyables en plein milieu de semaine. Donc, ou aller faire du surf. Ou aller faire du surf, effectivement. Et là, vendre plus de planches parce que les planches sont donc bien rendues belles. Et voilà. Tu m'as fait penser à quelque chose de super important. Tu sais, jusqu'à dernièrement, on engageait des employés au sein de nos entreprises. Mm-hmm. Hein? C'est nous, en tant que dirigeants, en tant que ressources humaines, qui passaient en entrevue les employés et on engageait les gens. Là, je vous donne un cue, là. On est en 2020 et dans les prochaines années, ce terme-là n'existera plus. Pourquoi? Parce qu'on ne peut plus engager les gens envers notre entreprise, mais c'est les gens qui vont décider de s'engager ou non au développement de la culture, de la mission de l'entreprise. Alors, les rôles, ils sont complètement inversés. Et c'est ce qui fait qu'on a, encore là, on revient à ça. Les entreprises auront pas le choix de remettre l'humain au cœur d'eux. Parce que là, c'est les entreprises qui vont devoir être sexy. C'est les entreprises qui vont devoir pas simplement dire nous on a des valeurs d'esprit d'équipe, d'intégrité, de confiance, tout ça, puis qu'en fait on travaille 3 semaines dans l'entreprise et on se rend compte que c'est tout ce qu'il y a de plus faux. Les entreprises ont un gros travail à faire. Revoir leur mission, revoir leur vision, revoir les plans stratégiques, revoir toutes les valeurs, la culture d'entreprise pour qu'ensuite les employés aient le goût de s'engager envers l'entreprise ou pas. Et s'en aller. On le voit d'ailleurs. Et voilà. Le nombre d'employés qu'on peut voir qui entrent dans une entreprise font 3 semaines pour se rendre compte que finalement, les bottines ne suivent pas les babines. Et puis que ce qui est dit, ce qui est vendu pendant l'entrevue, etc., finalement, c'est vraiment pas comme ça que ça fonctionne. Puis au final, ben, ils ont le choix. Fait qu'ils vont aller ailleurs. Et voilà. Avais-tu autre chose à rajouter par rapport à mettre l'humain au cœur de l'entreprise? Ah ben, absolument. Oui. Absolument. T'avais-tu le goût qu'on finisse ça là ou... Mais absolument pas. Vous, à la maison, ça va-tu? Vous êtes encore là? Ah, on a entendu quelques oui. Ouais. Bon, ça vaut le coup de continuer. Ça vaut le coup de continuer. Mais en fait, je voulais t'amener sur un autre aspect de ramener l'humain au centre de... Oui. Qui serait l'humain au cœur de notre clientèle. Oui, exact. Parce que là,
c'est le troisième point. Une fois que l'humain a été remis au cœur de l'entrepreneur, qui a été remis au cœur des employés, que les employés sont revenus le cœur de l'entreprise, maintenant, on y va avec la clientèle. Et remettre l'humain au cœur de la clientèle, je pense que c'est la meilleure façon de maximiser les profits, de maximiser les ventes, tout en conservant une relation avec notre clientèle extraordinaire. Parce que on était longtemps à croire que le bénéfice était égal à aller chercher plus de clients et moins les servir. Et en fait, ça aussi, c'est devenu complètement faux. On se rend compte aujourd'hui qu'au sein des entreprises qui sont les plus performantes, les entreprises qui ont la meilleure marge de profit, les entreprises qui travaillent le moins pour le plus de bénéfices, sont ceux qui ont vraiment à cœur leur clientèle. C'est ceux qui sont capables de remettre l'humain au cœur de leurs clients. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos clients, ce sont pas des numéros. Nos clients sont des gens. Nos clients, aujourd'hui, ils peuvent s'en aller avec n'importe quel compétiteur. Parce que il suffit d'un clic sur Internet pour être capable de sortir 10 entreprises qui ressemblent à la vôtre. Ce qui va faire en sorte que les clients vont rester avec vous, c'est la relation interpersonnelle qui va être développée entre vos employés, entre vous et les clients. Aujourd'hui, on peut plus dire quelque chose d'un côté de la bouche puis faire quelque chose d'autre avec l'autre côté. C'est impossible. Les gens sont conscients, les gens sont intelligents et les gens ont l'embarras du choix. En fait, si je me rapporte à mon expérience entrepreneuriale, après quelques années, c'est ça que j'ai vraiment réalisé que, en fait, mes clients, mes partenaires, parce que on travaillait en collaboration avec d'autres organisations, avec d'autres entreprises aussi. Ce que je retiens le plus de toute cette aventure-là et de ce qui me manque le plus finalement, c'est vraiment les relations que j'ai développées avec les partenaires d'affaires, avec les clients. Je me rappelle, entre autres, quand j'étais aux études, il y avait plusieurs représentants qui venaient nous voir pour nous vendre des produits de laboratoire. Puis j'ai 2 représentants en tête. Il y en a un qui travaillait pour une compagnie X, et puis celui-là, tu le voyais, qui n'était là que pour pousser ses produits, vendre ses produits, puis il était pas là par intérêt nécessairement. Et puis lui, on lui disait, ton produit, il va pas bien, parce que ça, c'est pas vrai, blablabla. Il s'ostinait sur la qualité de ses produits. Il m'a dit, regarde, tu peux t'ostiner tant que tu veux. Si tu m'entends pas, je les achète pas, tes produits. Exact. Alors que l'autre, la première question qu'il posait systématiquement, c'était, hey, comment ça va? Puis c'était pas comment ça va, ok, bon, c'est bon, ok, regarde, check, j'ai ça cette semaine. C'était une question qui était vraiment intéressée. Sincère. Pas intéressée dans le sens, je vais faire semblant de t'écouter, puis après ça, je vais, tu sais, on sentait vraiment que c'était la relation qui était en premier. Puis souvent, à la fin, dans le dernier 30 secondes, avez-vous besoin de quelque chose ces temps-ci, les gars? J'ai peut-être des promos, ça vous tente-tu de les avoir ou pas? Ok, parfait, on se revoit une autre fois. Exact. Puis quand ce que ça avait comme effet là, c'est qu'aussitôt que la porte ouvrait puis que le représentant de la compagnie X rentrait, on disait merde. Puis quand l'autre arrivait, hey, salut, ça va, blablabla, puis la discussion s'animait. Et qui faisait le plus de ventes? D'après toi. Exact. Et qui était capable de faire innover son produit, d'améliorer son produit? C'est tout le temps celui qui prend le temps d'écouter son client. Et quand on remet l'humain au cœur de notre clientèle, on les appelle plus des clients. Ça devient des partenaires d'affaires. Parce que c'est grâce à eux qu'on va être en mesure, justement, d'upgrader le produit, de l'améliorer, d'être en constante évolution. Parce que on va écouter les gens. On va écouter ce qu'ils ont à dire. Parce que nous, on fabrique le produit. Mais c'est rarement nous qui l'utilisons. Et eux l'utilisent dans leur quotidien. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour vous servir? Puis là, je vais faire une petite promo pour mon ami Vincent,
qui a écrit un livre extraordinaire, Vincent Fournier, qui a écrit un livre extraordinaire, Arrêtez de vendre et laissez vos clients vous acheter. Et quand j'ai lu ce livre-là, j'ai tellement compris de choses parce que les gens, là, ils en ont plus rien à cirer de se faire vendre des produits. Parce que des produits, on est dans une société de surconsommation, puis anyway, les gens, une fois qu'ils achètent votre produit, là, ils l'ont déjà magasiné en ligne. Mais les gens ont le goût de faire affaire avec des humains. Ils ont le goût de faire affaire avec des gens qui vont vraiment les prendre en considération, qui vont prendre le temps d'écouter leurs besoins, puis de s'assurer que leur produit, leur service est vraiment en mesure de répondre à ce que eux veulent. C'est plus une vente bénéfice, comment on disait ça, avantage-bénéfice. Non. Toi, monsieur le client, t'as besoin de quoi? Et aujourd'hui, ce livre-là, le fait d'avoir lu ce livre-là, Arrêtez de vendre puis laissez vos clients vous acheter, ça a fait en sorte que c'est un principe chez Red. Chez Red, on choisit nos clients. On choisit nos entrepreneurs. Pourquoi? Parce qu'on veut toujours s'assurer que le mentorat qu'on fait avec eux, que le produit ou le service qu'on leur offre soit optimal et qui les amène à passer à la prochaine étape. Parce que sinon, on fait quoi? On vend du service qui rend pas service. On perd du temps, on perd de l'argent, puis on perd surtout d'incroyables recommandations. Parce qu'on va se le dire, là, même si on met des centaines de milliers de dollars en promotion, le marketing qui demeure le plus solide encore en date d'aujourd'hui restera toujours et avant tout le bouche à oreille. Hein? Il suffit de regarder les compagnies de films, ils sortent des films, ils mettent des millions en marketing. Wow, wow, wow! Il suffit qu'un ami, quelqu'un de confiance, vous dise « Hey, je suis allé voir ce film-là, c'était de la... pour que vous y alliez pas. » Ouais. Puis ça, on le voit aussi... en fait, tout le monde est à peu près comme ça. Quand tu fais une expérience particulière, que tu achètes un produit que t'as donc bien aimé ou que t'es allé dans un resto dans lequel t'as vraiment eu une expérience extraordinaire puis que wow, ben t'en parles à tes amis. Exact. T'en parles à tes amis puis c'est ça qui induit les autres bien plus que n'importe quelle pub. Je dis pas que la pub est pas efficace. Non. Mais la pub la plus efficace, c'est toujours celle de la recommandation. Exact. Et là, drôlement, ces gens-là ne sont pas en mode vente. Ils sont pas rémunérés pour faire la vente. Voilà. Ils sont en mode promotion et ils font la promotion de l'expérience que eux ont vécue, de l'émotion que eux ont ressentie et non pas des avantages et des bénéfices du produit. Et toute la vente se passe là. Aujourd'hui, ce n'est plus juste les équipes de développement d'affaires qui vendent. C'est toutes les gens au sein d'une organisation. Tout le monde est important. Alors, quand on dit remettre l'humain au cœur de, ben ça peut être n'importe quel employé qui parle à sa sœur, à son beau-frère, à son cousin, à son ami de comment il est bien traité au sein de l'entreprise, comment il est valorisé, comment il aime ça. Et drôlement, ces gens-là vont venir acheter votre produit. Ces gens-là vont dire « Hey, justement, je me cherche un emploi. Y a-tu une ouverture de poste? » Et quand on disait d'entrée de jeu tout à l'heure, au début de l'émission, on a accompagné des gens chez Red qui, aujourd'hui, ont pas du tout de défi avec la pénurie de main-d'œuvre. Pourquoi? Parce que, justement, ils ont remis l'humain au cœur de leur entreprise. Ils ont transformé leur modèle d'affaires. Et ça fait en sorte qu'aujourd'hui, les gens veulent aller travailler là au lieu de chez un autre. Pourquoi? Parce qu'ils savent que s'ils vont travailler à cet endroit-là, ça va faire en sorte qu'ils vont être valorisés, qu'ils vont être reconnus, qu'ils vont être accompagnés dans la découverte de leur excellence et qu'ils vont avoir des possibilités d'avancement. Tout à fait. Ça devient... de la même façon que tu fais une expérience pour un resto, etc., quand ton employeur devient un employeur de choix comme ça, t'en parles aux autres, puis t'en parles avec tellement d'enthousiasme, puis qu'au final, les gens font comme « ça en met de l'air cool. Peut-être que moi aussi, je pourrais essayer ça. » Exact. Ouais. Et ça fait en sorte que les entreprises, les modèles d'affaires, la pyramide, comme on dit, vient de changer
complètement de côté. Alors, c'est plus tous les employés qui travaillent pour la belle BM du président, pour la belle BM des exécutifs, mais c'est le président, c'est le leader, c'est l'entrepreneur qui travaille au service de ses employés. Exactement. Et là, on arrive dans l'entrepreneuriat 5.0, dans l'entrepreneuriat conscient. Et c'est eux qui vont traverser les 50 prochaines années. Voilà. Juste avant qu'on passe au prochain point, j'ai envie de te poser une question, Véronique. Ouais. Selon toi, une entreprise a-t-elle une responsabilité sociale? Tu veux dire une responsabilité par rapport à la communauté? Ben, tu sais, comme je disais tantôt dans l'entrée de jeu, dans l'article de M. Friedman, qu'une entreprise ne devrait pas, par exemple, investir au-delà du minimum requis par la loi pour protéger l'environnement, par exemple. Donc, si la loi a dit que c'est pas plus que 50 ppm de plomb dans l'eau, on peut aller jusqu'à 49. Tu sais? Puis on mettra pas plus que nécessaire parce que, regarde, on s'en fout, c'est juste un petit peu de plomb. Donc, tu sais, tout ça. Donc, est-ce qu'une entreprise a une responsabilité sociale, par exemple, de contrer la pauvreté, de faire attention à l'environnement, quand je te regarde, là, puis là, je le sais qu'à la maison, vous voyez pas ses yeux, là, mais quand je le regarde, j'ai le sentiment que c'est une question piège. Mais, je vais tenter quand même de te répondre d'une façon intelligente. En fait, pour moi, l'entrepreneuriat, on travaille beaucoup sur le développement d'entrepreneurs créateurs de richesse. Alors, inévitablement, un créateur de richesse, c'est quelqu'un qui est en mesure de créer de la richesse, oui, de la richesse financière, parce que si l'entreprise crée pas de richesse, elle ne peut pas avoir des employés, elle ne peut pas augmenter les avantages ou augmenter les revenus de ses employés, de ses participants, tout ça. Alors, un créateur de richesse, c'est quelqu'un, oui, qui va travailler sur la création de richesse financière, mais qui va travailler aussi sur la création de richesse dans sa communauté. Et pour moi, c'est une obligation, c'est une responsabilité des entreprises, mais inévitablement, on va parler du leader ou de l'entrepreneur qui possède l'entreprise, de redonner aux gens, de redonner à la collectivité, de redonner, que ce soit en philanthropie, que ce soit en bénévolat, que ce soit en produits et services. Tu sais, on l'a vu, là, les entreprises sociales capitalistes sont vraiment, c'est des modèles d'affaires qui sont vraiment en train d'émerger. Ouais, c'est ça. C'est des entreprises qui sont en train d'émerger. Alors, on le voit avec des optométristes qui disent si vous nous rapportez vos lunettes, on diminue votre coût de 50%, puis ces lunettes-là vont être remis à des gens dans le besoin ou des assistés sociaux ou des gens en Afrique ou alors les gens de plus en plus sont conscients de leur implication sociale. Mais je pense que ça repose à chaque entrepreneur, à chaque entreprise de choisir vers quoi il veut redonner. Vers quelle société, vers quelle, tu sais, je suis pas d'avis pour dire, tout le monde, on s'occupe de l'environnement. Non, si ça fait pas partie de tes valeurs, l'environnement, t'as le droit. Mais tu vas le saboter de toute façon si ça fait pas partie de tes valeurs. Absolument, c'est ça. Les bottines ne suivent pas les c'est ça, exactement. Mais, redonne ou partage ta richesse, partage ce que t'as à l'intérieur des valeurs qui te transportent. Voilà. C'est-tu bien répondu, ça, ou c'est pas du tout bon? Qui suis-je pour juger de ça? Non, mais t'es l'investigateur de la question, quand même. En fait, cette question-là, qui était pas du tout une question piège, en passant, qui était vraiment juste pour entendre qu'est-ce que toi t'avais à dire là-dessus, là. Mais cette question-là, pour moi, vient en fait, on est à un point où on doit juste constater ce qui se passe. Je pense que au point où on en est aujourd'hui, il faut vraiment se mettre la tête dans le sable pour penser qu'on peut continuer à domper littéralement du plastique dans les océans comme ça. C'est impossible. Qu'on puisse continuer à couper les forêts, saccager tout ça, saccager notre environnement. La planète Terre n'a pas besoin des êtres humains pour continuer, mais les humains, eux, ont besoin de la planète pour continuer. Exact. Donc, au-delà de maximiser les profits, de faire attention à son environnement, puis tu sais,
si on regarde dans le passé des épisodes à la Erin Brockovich, où l'entreprise faisait des rejets dans l'environnement qui ont causé des cancers, même ici à Shannon avec les TCE. Même si c'est pas nécessairement de la mauvaise volonté, parce que des fois les décisions sont prises sous le tapis puis on dit Oui. ah non on n'était pas au courant, mais dans le fond ils l'étaient, mais ils ont juste tout caviardé et caché ça. Dans d'autres cas, c'est vraiment une absence de conscience qui fait que l'agissement se fait comme ça. Mais toujours est-il que si ça fait même pas partie de nos soucis que de se dire est-ce que je suis en phase avec ma communauté, avec mon environnement, puis que je les protège d'une certaine façon, si on cherche pas quelque chose, on trouvera pas. Absolument. À moins que ce soit fortuit, mais le hasard existe-t-il? Donc, voilà. De se poser ces questions-là, de savoir est-ce que l'humain est au cœur de ma préoccupation corporative, avec mes employés, avec mes clients, etc., et avec mon environnement aussi. Donc, une entreprise est une corporation qui a ultimement une responsabilité sociale. Pour moi. Et quand l'entrepreneur est conscient, peu importe à quel niveau que l'entreprise va être grande, ça devient un cheval de bataille, ça devient un leitmotiv, ça devient une motivation pour continuer puis faire de la business. Tu sais, on prend l'exemple, là, puis là, vous pouvez être d'accord ou pas d'accord, là, ça, c'est à vous d'en juger, mais je sais pas si vous avez regardé sur Netflix Dans la tête de Bill Gates. On comprend que Bill Gates, c'est un entrepreneur à grand succès, là, dans une échelle mondiale, qui fait partie probablement des plus grandes fortunes au monde, sauf que d'entrée de jeu, on le voit tout de suite, au début du documentaire, que Microsoft a été pas bâti, mais tout presque, parce que il y avait un esprit philanthropique très, 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 très fort, et il voulait changer le monde. Et il a vite compris que s'il voulait changer le monde, ça prenait de l'argent. Ça prenait de l'argent pour être capable d'investir dans des nouvelles technologies, dans des transformations, dans des grands changements. Et aujourd'hui, Bill Gates n'est plus président, justement, de Microsoft depuis quelques années, depuis quasiment une dizaine d'années, certains, mais il est 100% de son temps avec sa femme, Melinda, dans la fondation Bill et Melinda Gates. Et les grands axes que lui a choisi de prendre, que eux, je dirais, ont décidé de prendre, c'est en train de révolutionner, justement, puis là, je vous laisse écouter les grands axes de Bill Gates, mais c'est en train de changer notre monde. Mais ça prend des gens comme ça pour être capable de dire, ben, j'investis 250 millions, 300 millions, 500 millions, ou, ben, je m'assois avec mon ami Warren Buffett, là, puis ensemble, on regarde ça, puis on fait un petit chèque de 500 millions pour éradier des maladies comme la polio. Voilà. Alors, ça prend... Pour moi, ces gens-là font partie des créateurs de richesse. Ah, ben oui, peut-être qu'ils ont bâché des gens, peut-être qu'ils en ont exploité, peut-être que je suis pas dans l'organisation, j'ai jamais travaillé pour Microsoft. Mais chose certaine, par exemple, c'est qu'ils ont bâti un empire qui, aujourd'hui, crée de la richesse tout azimut. Et crée de la richesse en créant des emplois. Voilà. Puis ils ont investi parallèlement dans plusieurs startups. Voilà. Alors, est-ce qu'on est prêt pour le dernier point? Je pense que oui. Dans remettre l'humain au cœur des actionnariats, des partenariats d'affaires, puis des collaborateurs. Plus souvent qu'autrement, quand on décide de s'associer en affaires, on oublie que l'autre personne qui est avec nous est aussi un humain. Et que si nous, on sait pas qui on est en tant qu'entrepreneur, qu'on sait pas qui on est en tant qu'humain, qu'on connaît pas notre excellence, ça va être difficile de reconnaître celle de notre associé, de notre partenaire et de nos collaborateurs. Et ce que j'ai découvert dans les dernières années, c'est que ce qui coûte le plus cher en affaires, puis ça, on va en reparler aussi dans le prochain podcast, ce qui coûte le plus cher en affaires, c'est les mauvaises associations. Ça coûte cher en temps, ça coûte cher en énergie, en émotion, puis en argent. Inévitablement, hein, l'argent puis le temps, c'est une énergie qui est pas mal similaire.
Alors, comment on peut faire pour remettre l'humain au cœur de? Ben, premièrement, c'est de remettre l'humain au cœur de nous-mêmes. Hein? Prendre conscience de on est qui, on veut quoi, pourquoi. Et ensuite de ça, d'aller chercher des partenaires, des collaborateurs qui vont avoir cette même mission-là, de remettre l'humain au cœur de. Quand on choisit des fournisseurs, on a le choix des fournisseurs. On peut prendre le temps de magasiner nos fournisseurs et de s'assurer que les valeurs de ces gens-là, ce soit des valeurs qui corroborent avec les nôtres. Quand on décide de s'associer en affaires, quand on décide d'aller chercher des investisseurs pour venir nous accompagner dans la croissance de notre entreprise, on peut prendre le temps de les magasiner, de s'assurer que ce qu'ils veulent, ce qu'ils font, ce qu'ils sont, corrobore avec ce que nous, on est. Parce que sinon, ben comme ça nous a coûté, puis comme ça a coûté cher à plein d'entrepreneurs, ben vous allez être obligé de passer par là. Puis ça, c'est vraiment pas agréable. Il y a moyen de faire autrement. Il y a moyen de vraiment faire autrement. Et de toute façon, quand on décide de remettre l'humain au cœur de 3 petits points, que ce soit au cœur de votre couple, au cœur de vos amis, au cœur de vos relations, au cœur de la philanthropie, au cœur de vos employés, au cœur de votre clientèle, ça devient un principe de vie. C'est pas quelque chose qu'on fait, c'est quelque chose qu'on est. Puis ça devient un plan de gouvernance. Ça devient une culture de vie, puis une culture d'affaires. Qu'est-ce que t'en penses? Je suis complètement bouche bée devant tous ces exemples. C'est beau, hein? C'est tellement beau. C'est-tu beau? Ben oui. T'es un fan. Fini. Alors, est-ce qu'on est prêt pour la conclusion? Oui. Parfait. Aujourd'hui, ben, on a partagé avec vous, justement, on a parlé sur le thème l'enseignement du mentor. Alors, comme on avait dit dans la première épisode, les créateurs de richesse, on travaille vraiment sous 4 grands axes ou sous 4 grands thèmes. Alors, on a le mentoré inspiré, hein, qui est le podcast 1, ben, c'était nous, en fait, qui partageait notre histoire, notre parcours entrepreneurial. Le deuxième thème ou le deuxième axe, c'est vraiment l'enseignement du mentor. Alors, on prend un sujet, un principe, quelque chose qui nous tient à cœur, et comme on a fait aujourd'hui, et on le décortique. On le décortique avec vous, hein, parce qu'on essaie de vous entendre, même si vous êtes dans votre voiture ou à la maison, mais on le décortique pour vous. Si vous êtes d'accord, c'est super, vous pouvez nous le dire, vous pouvez nous l'écrire. Si vous êtes pas d'accord, c'est aussi super, vous pouvez nous le dire, nous l'écrire. On est vraiment là pour prendre tous vos commentaires, tout ça. Le troisième thème, c'est les experts de l'expertise. Alors, dans l'épisode 3. Dans l'épisode 3, parce que la grippe a pas juste fait ses dommages dans notre maison, mais fait des dommages aussi dans les maisons de nos 2 invités qu'on avait comme experts de l'expertise, mais il n'y a pas d'hasard. Alors, on a décidé pour le 3e épisode d'aller chercher l'expert de l'expertise qui était nous-mêmes à l'intérieur de Red, et on va décortiquer pour vous les 5 grandes questions qui nous amènent à se bâtir une vie, une carrière ou une entreprise sur mesure. Alors, on va décortiquer ces 5 grandes questions-là qui sont « T'es qui? Tu veux quoi? Pourquoi? Avec qui? Et comment? » Je vous l'avais dit que ça reviendrait, hein? Ça revient tout le temps. Et le dernier thème, et non le moindre, un thème qui nous tient vraiment à cœur, qui est les courriels du cœur, qui en fait est une thématique de reprendre un petit peu ce qui se faisait dans les années 80, plus sous la forme de rédaction dans les journaux, de prendre votre histoire, vos questions, vos interrogations, que vous pouvez nous écrire par courriel, par Messenger, tout ça, on va tous vous donner les informations dans quelques instants. Mais de nous poser des questions que souvent les gens, les entrepreneurs, peuvent pas poser à personne. Ils peuvent pas poser ce genre de questions-là à leurs associés. Ils peuvent pas poser ça à le conjointe, mais qui peuvent nous les poser et que nous, avec ces questions-là, ben, on va pouvoir vous répondre. Toujours sur le sceau de l'anonymat, mais... Ou pas, si la personne est tout à fait ouverte à ce que la question soit... Aussi. Et nommée, toutes les questions sont bonnes. Oui. Nous, on va choisir vraiment lesquelles qu'on prend. Alors, des exemples de questions, ça peut être...
Véro, François, j'ai de la difficulté avec mon associé, ça fait 3 ans qu'on est en affaires ensemble, et puis là, bang, et voilà, ça fonctionne plus du tout. On se rend compte que les missions sont plus pareilles, les visions sont plus pareilles. Qu'est-ce qu'on fait? C'est sûr que c'est une question qui est assez difficile à parler avec son associé, mais il y a des belles réponses à avoir qui peuvent vous guider à passer au What's Next. Ça peut être des questions aussi de dire je suis un professionnel, je travaille depuis 20 ans, j'ai une carrière, tout ça, mais maintenant je me réalise plus. Pourquoi? Puis c'est quoi la prochaine étape? Alors là, je veux pas mettre des mots dans votre bouche, mais c'est tous des thèmes, des questions qui peuvent vous travailler et puis qu'ensemble, on va pouvoir y répondre. Ça pourrait même être une question sur un thème plus personnel. Par exemple, j'ai de la misère à concilier mon entreprise avec ma vie familiale. Exact. J'y arrive plus. Ma conjointe est sur le bord de s'en aller, etc. Puis comment on peut explorer d'autres façons de faire, etc. Oui, par exemple. Parce que le personnel, le professionnel puis la business, c'est un. C'est relié. C'est tout relié ou ça, c'est souvent des trucs que je dis dans mon contexte quand je parle avec mes employés, entre autres. De dire que il y a une séparation entre ta vie professionnelle puis ta vie personnelle, c'est de la grosse bullshit. Et voilà. Quand ça va pas bien au bureau, tu le ramènes à la maison, puis quand ça va pas bien à la maison, tu le ramènes au bureau, c'est impossible que ça paraisse pas. Même si t'es très professionnel. Si ça fait, c'est pas une question de professionnalisme, c'est une question d'énergie, de savoir où ton énergie va, ou par où ton énergie fuit même. Donc c'est pas une question de mauvaise volonté non plus, mais puis même si pendant un certain temps on peut faire semblant, on peut faire tôt ou tard, ça finit par nous rattraper. Donc il y a pas de séparation entre votre vie personnelle, votre vie professionnelle. Puis le jour où vous allez réaliser que tout ça fait un, puis que vous pouvez vivre votre vie professionnelle en accord avec qui vous êtes, de la même façon que votre vie personnelle qui est en accord avec qui vous êtes, puis que tout ça fait un, ben là on devient aligné et la vie change drôlement de dynamique. Tout change. Tout change. Tout vient en harmonie. Et voilà. On n'a pas dit que c'était plus facile, mais au moins c'est plus cohérent et c'est plus harmonieux. Ouais. Et on se réalise beaucoup plus dans une vie, dans une carrière ou une entreprise qui est développée ou qui est bâtie complètement sur mesure pour nous. Donc, dans son excellence. On y reviendra. On y revient. Alors, pour tous ceux à la maison qui veulent nous joindre pour les courriels du cœur ou qui veulent réécouter les podcasts, tout ça, les podcasts sont toujours mis sur la page Facebook Le Créateur de Richesse. Oui. Vous pouvez nous joindre en tout temps par le messenger du Créateur de Richesse de la page Facebook. Si vous avez des commentaires, comme je vous disais, des commentaires positifs, même des commentaires négatifs, en autant qu'ils soient constructifs, OK? Parce que sinon vous allez trouver qu'on est plate puis qu'on répond pas ben. Mais si c'est des commentaires, par exemple, qui sont constructifs, là, ça, on les apprécie vraiment beaucoup. Sinon, si vous voulez nous rejoindre en privé, vous pouvez toujours le faire à info@mentorat.red. Le courriel du cœur aussi s'envoie à cette adresse-là. Oui, exactement. Puis c'est surtout pour les courriels du cœur aussi, ceux qui veulent... on sait bien qu'il n'y a pas d'anonymat par rapport au courriel, mais sachez que votre question, votre histoire, votre témoignage, si vous mentionnez que vous voulez que ça reste sur le sceau de la confidentialité, il n'y a absolument aucun problème, ça sortira pas du studio. Ici, là, c'est toujours entre moi et François et vous. Et voilà. En terminant, pour ceux... Juste peut-être rappeler que les podcasts sont disponibles sur la plupart des grandes chaînes de podcasts. Donc, on est sur Spotify, on est sur iTunes, on est sur Balado Québec. On est aussi sur Podbean, qui est notre hébergeur de podcasts. Et puis, dans les prochaines semaines, on va avoir une section dans le site web où il va y avoir l'onglet podcast et puis on va pouvoir il va y avoir un petit lecteur intégré puis on va pouvoir écouter tous les épisodes à partir du site web de chacun des épisodes. Parfait. Sur le site Red? Mentorat.red, ouais. Sur le site internet de Red à www.mentorat.red. Et voilà. En somme, ceci conclut notre épisode numéro 2. Ceci conclut notre épisode numéro 2. Donc, dans le 3e épisode,
L'expert de l'expertise sera nul autre que Véronique Fournier, qui va nous entretenir sur les 5 grandes questions RED. T'es qui, tu veux quoi, pourquoi, avec qui et comment. Et le tout va être conclu de comment se créer une vie, une entreprise, une carrière parfaitement sur mesure pour vous. Merci Véro. Merci François. À bientôt. À bientôt. À la semaine prochaine.